Bonjour, bonsoir à toutes les personnes présentes. Merci beaucoup Françoise de me donner cette opportunité de parler, comme tu l'as dit, de sujets qui touchent beaucoup de personnes. Et ce que je veux dire tout de suite, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton introduction, c'est de dire qu'effectivement, tu me laisses libre en tant que naturopathe de voir l'hygiène de vie dans l'ensemble, dans ce webinaire, même voilà, si les plantes en complément alimentaire font partie du travail de naturopathe et sont indispensables. Je ne peux pas concevoir de ne parler que de phytothérapie dans une problématique sans envisager effectivement toute l'hygiène de vie. Et je te remercie de laisser la place à cette vision holistique que nous affectionnons en naturopathie. Alors, l'intitulé que Soria avait envoyé, c'était sphère urinaire, sphère rénale, c'était très vaste. Et évidemment, il est hors de question de faire le tour des troubles, de tous les troubles de ce système-là dans le temps qui est imparti et donc et de le voir correctement. Donc, j'ai effectivement proposé de limiter la séance d'aujourd'hui aux infections urinaires et à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Euh, Les infections urinaires sont un motif quasi quotidien de consultation dans un cabinet de généraliste. On dit qu'une femme sur deux fera au moins une cystite dans sa vie, au moins une. Et puis, pour les messieurs, parce qu'on ne voulait pas les léser et ne parler que des cystites. Alors, ils peuvent aussi faire des cystites, on en parlera, mais c'est surtout quand même les femmes. Et pour ne pas les léser, ils auront droit à leur petit quart d'heure sur la prostate. Voilà. Alors, je voulais juste dire que, comme le souligne le docteur Jean-Michel Morel, je vous lis ce qu'il a écrit, le ventre et le bas-ventre sont des lieux importants en psychosomatique, réceptacle de nombreux sentiments et émotions. En urologie, on peut rencontrer des conflits de territoire. Et dans les deux sexes, cette région est bien sûr le lieu d'expression de sexualité. Donc vous voyez qu'il y a le physique, mais l'émotionnel va être très important. Alors voilà un petit rappel d'anatomie, de physiologie du système urinaire. Évidemment, ce n'est pas un cours d'anat, hein, je ne vais pas vous compliquer la vie. Vous avez la diapo qui montre bien les reins, les urtères, la vessie, l'urètre, avec la différence chez l'homme et chez la femme, où l'urètre est très court chez la femme, environ 4 cm, alors que chez l'homme, on a à peu près une vingtaine de centimètres. Et ça permet tout de suite de comprendre pourquoi les cystites sont plus fréquentes que chez la femme que chez l'homme. Donc l'appareil urinaire, on le connaît surtout pour son rôle d'évacuation des produits du catabolisme sous forme d'un liquide qu'on appelle l'urine. Alors, il est formé de deux parties, ce qu'on appelle le haut appareil urinaire, c'est les reins, les urtères, et puis le bas appareil urinaire, c'est la vessie et l'urètre, qui est le canal qui évacue donc l'urine vers l'extérieur du corps. Alors, on va revoir rapidement ces éléments les uns après les autres sans s'y arrêter lourdement. Les reins. Ah bah c'est dommage, la petite image, elle est cachée là par chez moi, mais bon, peut-être que vous la verrez, mais sinon voilà. Alors, au niveau de l'anatomie, ce sont des organes en forme de haricot, 12 cm de long, 150 grammes au niveau du poids. Alors, la localisation est importante. Les reins sont situés de part et d'autre de la colonne vertébrale, sous les côtes, dans la partie postérieure de l'abdomen. Donc, c'est quand même sous les côtes, c'est très haut. Hein. Souvent, j'ai déjà vu des personnes qui disaient « Ouh là là, mes reins », et puis qui se tenaient juste au-dessus des fesses. Non, c'est beaucoup plus haut les reins. Hein. Donc voilà, et puis les deux urtères qu'on a vus, qui sont donc les canaux qui vont collecter l'urine sécrétée au niveau rénal pour l'emmener au niveau de la vessie. Alors au niveau physiologie, les reins sont des émonctoires. Hein, ils font partie des émonctoires primaires. On a comme émonctoire, petit rappel, les reins, le foie,
les intestins, les poumons, la peau. Donc, voilà les 5 émonctoires principaux. Chez la femme, on rajoute le vagin. Et donc, qui dit émonctoire dit porte de sortie du corps. Donc, rôle très important puisque tout problème au niveau des reins va impacter la santé générale de la personne. Alors, ce sont des néphrons, ce qu'on appelle des néphrons, qui sont des unités microscopiques qui vont filtrer le sang et produire l'urine. On a environ 1 million de néphrons par rein et la filtration est de 180 litres de sang pour 24 heures. Et de ce sang-là, pour 1 litre de sang, seuls 120 millilitres seront récupérés, vont passer ce qu'on appelle la barrière glomérulaire, ce qui veut dire que l'eau va être réabsorbée à 99%. Alors, les rôles principaux, les fonctions des reins, eh bien, on le voit, c'est la filtration du sang, l'élimination des déchets. Alors, pour quelqu'un qui est en bonne santé, qui a une bonne hygiène de vie, l'urine, c'est quelque chose de tout à fait propre, entre guillemets. Par contre, évidemment, pour la personne qui aura un problème de santé ou qui prendra des médicaments allopathiques ou beaucoup de ce qu'on appelle des xénobiotiques, des toxiques qui viennent de l'extérieur, on va retrouver ça en partie aussi dans l'urine. Ça permet également donc le maintien de l'équilibre hydrique et électrolytique de l'organisme. Hein. C'est à ce niveau-là que se fait la régulation entre les différents électrolytes. Et puis, ça permet également l'équilibre acido-basique par relargage de l'eau, etc. Et puis justement, cet équilibre électrolytique qui va récupérer, relarguer dans la circulation des ions basifiants. Et puis, dernier point, les sécrétions hormonales, notamment l'érythropoïétine, qui va stimuler la production de globules rouges au niveau de la moelle osseuse, et la vitamine D3. Alors, elle n'est pas synthétisée au niveau des reins, mais elle est transformée. C'est-à-dire que, vous le savez, la vitamine D3 provient de l'action des UVB sur un dérivé du cholestérol au niveau cutané, et elle est donc stockée au niveau du foie, et c'est de là qu'elle va passer au niveau rénal, et c'est là qu'elle va être transformée en forme active. Vous savez qu'à l'heure actuelle, la vitamine D3 est considérée comme une hormone, puisqu'on trouve des récepteurs à la vitamine D3 dans tout l'organisme, et que l'impact d'une carence est tellement important sur notre santé. En dehors de stimuler l'absorption du calcium et du phosphore au niveau de l'intestin grêle, cette vitamine D3 est immunomodulante, chose très importante. Voilà. Donc, on aura compris que les reins ont un rôle absolument essentiel à jouer dans la santé de l'organisme. Alors, au niveau symbolique, en médecine chinoise, les reins, c'est ce qui renferme le siège de notre énergie vitale que l'on a par hérédité. Hein, c'est ce qu'ils appellent le Jing. Et c'est cette essence qui va donner la vitalité à la personne, qui va exprimer la vitalité de la personne et qui va diminuer tout au long de la vie et qui est liée, donc, la perte de cette vitalité au vieillissement de l'organisme. Les reins, de par leur forme, rappellent des oreilles, et on peut dire que les reins sont nos oreilles à l'écoute de notre milieu intérieur, puisqu'ils vont réguler le milieu intérieur. Hein. Nos oreilles vont être à l'écoute du milieu extérieur, nos reins à l'écoute de notre milieu intérieur. Alors, au niveau psychologique, comme le disait le docteur Morel, hein, il y a une importance très, très remarquable de tout ce système urinaire, et surtout la notion de territoire, puisqu'on le connaît tous, on a tous vu déjà un chien lever la patte pour faire pipi, pas seulement pour vider sa vessie, mais aussi pour marquer son territoire. Et on verra que la notion de territoire est vraiment importante dans la genèse éventuelle de certaines cystites.
On a ensuite la vessie. Alors, la vessie, c'est tout simplement une poche avec une paroi musculaire extensible, donc qui va se remplir avec l'urine qui vient par l'intermédiaire des uretères au niveau donc, de cette vessie. C'est le stockage de l'urine et la capacité varie, hein. Il y a des petites vessies, il y a des grandes vessies. Grosso modo, entre 400 et 700 millilitres pour un adulte de stockage. Et en diurèse normale, on considère qu'un adulte fait à peu près 1,5 litre d'urine par 24 heures en 5 à 7 mictions. Alors là aussi, il y a les chameaux et les autres, ceux qui arrivent à retenir un peu mieux et ceux qui retiennent un peu moins. Question de qualité de cette musculature de la vessie. Alors, l'urine, elle est donc produite au niveau des reins. Alors, j'ai écrit qu'elle est stérile et indolore. Ce n'est pas tout à fait vrai. On va en parler après. Alors, elle est donc produite par les reins à partir de la filtration du sang. La composition, c'est 95% d'eau. Et puis après, vous trouvez alors des déchets de toutes sortes, des ions, des électrolytes, etc. Vous trouvez des vitamines, vous trouvez, si la personne est soumise à des produits chimiques, bah, vous trouvez des résidus de ces produits chimiques. Vous trouvez des résidus de globules blancs, de globules rouges. Vous trouvez de l'urochrome, qui est le pigment qui va donner la couleur jaune à l'urine. Alors, contrairement à ce qui a été longtemps admis, l'urine n'est pas complètement stérile. Elle dispose de ce qu'on appelle maintenant un microbiote, donc de bactéries amies qui limitent la croissance ou l'adhésion des bactéries pathogènes. Ce microbiote assure une fonction régulatrice. Le pH de l'urine est inférieur à 5,5, donc c'est une certaine acidité qui va justement inhiber la croissance de ces bactéries pathogènes. Malheureusement, on le verra, Escherichia coli, qui est la bactérie la plus souvent mise en cause dans les cystites infectieuses, survit à un pH de 2,5, donc en milieu très acide. Voilà. Donc, l'urine est importante par sa quantité. Hein. On peut avoir, si on ne va pas éliminer assez souvent, ben, il y a des risques d'accumulation de composés toxiques dans l'organisme, on le comprend. Et de même, si on y va trop souvent et que l'urine est transparente, on éliminera trop de minéraux et ce n'est pas intéressant non plus. Alors, la couleur de l'urine, elle est jaune pâle ambrée, elle varie au cours de la journée, elle est claire s'il y a beaucoup d'élimination et la coloration peut varier selon l'alimentation. On sait tous que la betterave va nous donner des urines plus colorées, plus foncées. Alors, au niveau de l'odeur, elle est plutôt inodore et c'est après expulsion qu'elle s'oxyde ou qu'elle fermente et qui est sous l'action de certaines bactéries et ça peut dégager une certaine odeur. Alors ça varie aussi selon la consommation d'aliments. Hein. C'est la saison des asperges en Alsace donc, qui commence. Donc pour tous ceux qui ont la chance de manger des asperges, ben forcément, l'urine a une odeur tout à fait particulière après, mais aussi ça permet de détecter certaines pathologies. Par exemple, quand il y a une acidocétose, on a cette fameuse odeur de pomme verte. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être, il existe des chiens qui sont dressés à reconnaître au niveau des urines certaines odeurs et qui peuvent détecter une pathologie avant même qu'elle s'exprime autrement. Voilà, je crois que j'ai un petit peu tout dit. Alors, ce que je voulais encore dire au niveau de l'utilisation populaire de l'urine, c'est que l'urine a été très utilisée et est encore, alors pas l'urine telle qu'elle, mais c'est l'urée qui est utilisée dans des crèmes
à visée cicatrisante. L'urine telle qu'elle a été utilisée pour nettoyer des plaies depuis longtemps, hein. On connaissait l'usage externe de l'urine pour nettoyer les plaies. D'ailleurs, ici en Polynésie, quand quelqu'un se blesse sur les coraux, on lui dit bah, si tu n'as rien sous la main pour désinfecter la plaie, bah, tu fais pipi dessus. Voilà. Ça a été utilisé pour laver le linge. La vieille urine avait une forte teneur en ammoniac, donc on l'utilisait pour laver le linge dans le temps. Et puis, je ne peux pas ne pas citer la technique de faire Amaroli ou l'urinothérapie, qui est une pratique qui a été développée en Inde, qui consiste à boire son urine je veux dire, pour une personne saine, qui ne prend pas de médicaments, qui n'a pas de pathologie, vous voyez que l'urine, c'est 95% d'eau. Et puis, des déchets organiques classiques du corps. Donc, voilà, il n'y a rien de dégoûtant ou de quoi que ce soit dans cette urine-là. Voilà, il faut changer un petit peu de paradigme par rapport à l'urine. C'est un liquide du corps. Voilà, c'est une filtration de notre sang. Voilà pour la vessie et l'urine. Et puis, bien sûr, la prostate, c'est une glande qui fait partie de l'appareil reproducteur masculin qui est situé sous la vessie, en avant du rectum et qui est traversée par l'urètre. On comprend tout de suite que s'il y a une modification du volume de la prostate, il va y avoir compression de l'urètre. Donc, elle permet la production du liquide prostatique qui va apporter du volume au sperme émis, qui produit également des enzymes qui facilitent la pénétration des spermatozoïdes à travers le col utérin. Et puis, elle a également un rôle, c'est qu'elle hormonale, elle transforme une partie de la testostérone en un métabolite encore plus actif, qu'on appelle la dihydrotestostérone. Voilà pour ce petit rappel anatomique. Alors, on va s'occuper maintenant des infections urinaires. Alors, infection urinaire est un terme global qui définit une prolifération microbienne dans le système urinaire avec réaction inflammatoire. N'importe quelle partie du système urinaire peut être atteinte. Selon la localisation, si c'est au niveau des reins, on parlera de pyélonéphrite. Si c'est au niveau de l'urtère, on parlera d'une urétérite. Au niveau de la vessie, une cystite. Au niveau de la prostate, une prostatite. Les symptômes, quelle que soit la localisation au niveau du système urinaire, sont identiques. Et les plus souvent retrouvés sont les brûlures urétrales, surtout lors de la miction, une certaine pesanteur pelvienne, une pollakiurie, c'est-à-dire une envie plus fréquente de miction, avec une impétuosité. Hein, le besoin est urgent. Hein, une urgence d'aller aux toilettes. Des urines troubles qui vont signaler la prolifération bactérienne. Et puis souvent, comme dit, la pesanteur pelvienne, une pression pesante et constante du bas-ventre. Quelles sont les causes? Alors, les causes, donc, c'est une infection bactérienne et la cause la plus fréquente, c'est chez le sexe féminin parce que l'urètre est plus court, je vous l'ai dit, 4 cm, ce qui facilite la possibilité de migration des bactéries depuis la région anale vers le bas urètre. Et puis après, les bactéries vont remonter dans la vessie, dont les parois vont être irritées. Dans 50 à 80% des cas, on retrouve Escherichia coli, qui vient de l'intestin et qui donc se retrouve au niveau anal. Mais s'il y a Escherichia coli, ça veut dire qu'il y a déjà un déséquilibre du microbiote, hein, avec notamment une alimentation trop sucrée, puisque Escherichia coli se nourrit particulièrement du sucre.
Alors, on peut trouver aussi d'autres bactéries, notamment de la famille des entérobactéries. Il y a des facteurs favorisants que l'on va voir après. Alors, l'évolution, c'est qu'on risque des complications si ce n'est pas traité et que les germes remontent au niveau des reins. On peut avoir une pyélonéphrite et donc avec un risque d'insuffisance rénale, de dysfonctionnement des reins, qui peut aller jusqu'à la détérioration irréversible des reins, ce qui va nécessiter alors un traitement à vie par dialyse. On peut avoir une septicémie, c'est-à-dire une infection généralisée du corps, les bactéries passant dans le sang et pouvant circuler dans le corps entier. Et chez les hommes, on peut avoir un risque prostatique. Alors, ce qui nous intéresse, ce sont les facteurs favorisants. Alors déjà, le sexe féminin, on en a parlé, la proximité anale. Donc, attention, et là on est tout de suite dans les conseils à l'hygiène intime. Les rapports sexuels, s'ils sont trop fréquents, ils peuvent créer une irritation de cette région. La congestion pelvienne, la constipation, les changements hormonaux, les périodes à risque, la grossesse, la ménopause, les règles hein, peuvent être aussi une période à risque. Le port de sous-vêtements trop serrés en matière synthétique qui crée des irritations. La perturbation de l'équilibre acido-basique qui va créer un déséquilibre de la flore bactérienne, du microbiote intestinal. Le tabagisme qui a une action sur le microbiote urinaire dont je vous ai parlé juste avant, qui va perturber ce microbiote urinaire. Et une immunité en baisse. Alors l'immunité en baisse, carence en vitamine D3. La vitamine D3 étant immunostimulante, immunomodulante, elle va limiter les risques d'infection. Le stress, bien sûr, qui a un grand rôle sur le système immunitaire. Dès qu'il y a du stress, des émotions négatives, chute du système immunitaire. Donc là, on va retrouver la notion de territoire, de ce sentiment de se laisser envahir, une difficulté à trouver sa place. Et puis, voilà, donc c'est surtout une immunité en baisse. Alors, le traitement en médecine conventionnelle. Alors, en médecine conventionnelle, eh bien, on va vous proposer un ECBU, l'examen cytobactériologique, avec l'antibiothérapie adaptée, éventuellement des antalgiques, des anti-inflammatoires et le conseil de boire plus d'eau d'infusion. Voilà. En naturopathie, quels sont les conseils? Alors, je rappelle juste que toute prise d'antibiotiques avant va perturber la flore intestinale, le microbiote, d'où l'intérêt d'utiliser des probiotiques après pour essayer de soutenir cette flore intestinale. Alors, en naturopathie, on peut agir en curatif et puis bien sûr, on verra comment agir en préventif puisqu'il y a des risques de récidive. La naturopathie, alimentation, le fameux trépied, gestion du stress et des émotions, mouvement, respiration. L'alimentation, bien évidemment, la première chose, c'est boire de l'eau, beaucoup boire pour diluer les éléments irritants et pour augmenter le nombre de mictions pour éliminer ces bactéries. Évidemment, on va s'aider de plantes diurétiques, de plantes antibactériennes, éventuellement antalgiques, antispasmodiques, anti-inflammatoires, selon les cas. Mais diurétiques et antibactériennes sont les premières plantes auxquelles il faut penser. On va les voir après. Il faut éviter les irritants. Vous les avez, café, alcool, épices, jus d'agrumes, piment, boissons gazeuses. Éviter l'alimentation pro-inflammatoire, sucre, gluten, laitage. Alors, au moins le temps de l'expression de la cystite infectieuse. Après, si vous voulez remanger votre gluten et vos produits laitiers, c'est à vous de faire vos choix. Mais au moins le temps de l'expression des symptômes, d'éviter cette alimentation-là. Et puis, bien sûr, une alimentation anti-inflammatoire avec des fibres aussi pour lutter contre la constipation, alimentation anti-inflammatoire, régime méditerranéen, des fruits, des légumes, quelques céréales complètes, quelques légumineuses,
et un petit peu de protéines animales, mais le moins possible, puisque les protéines animales vont être dégradées en toxines acides qui vont faire travailler notamment les reins pour l'élimination. La gestion du stress, puisque le stress a un rôle sur le système immunitaire, donc utiliser des plantes anti-stress, on les verra. On peut penser aux fleurs de bac, on peut penser à la méditation, on peut penser à la sophrologie, enfin tout ce qui est bon pour poser les choses. Parce que vous savez aussi que plus on stresse, plus la douleur, voilà, ça tourne en boucle, tout tourne autour de la douleur, du problème, etc. Donc si on arrive à relâcher un petit peu de ce côté-là, c'est bien. Et puis d'avoir cette réflexion sur cette notion de territoire. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que je me suis sentie envahie? Est-ce que je ne me sens pas à ma place? Voilà, ça peut être intéressant. Et puis, mouvement respiration, parce que toute activité douce qui va procurer de la détente est toujours bienvenue. La cohérence cardiaque, le contact avec la nature, tout ce qui fait du bien dans la vie de tous les jours est encore plus bienvenu quand on a ce genre de pathologie. Alors nous, ce qui nous intéresse particulièrement ce soir, c'est l'aide en phytothérapie. Alors là, on a les plantes qui sont très intéressantes. Alors vous pouvez les utiliser sous les galéniques que vous souhaitez. On peut penser tout simplement à des infusions. Déjà, ça fait boire, hein, donc voilà, ça permet d'éliminer encore plus. L'intérêt des plantes en infusion est tout à fait reconnu. Vous pouvez les utiliser en gélules de poudre de plante et puis surtout, vous pouvez les utiliser en extrait fluide. L'avantage des extraits fluides, notamment chez Soria, c'est qu'on a une garantie au niveau de l'extraction des principes actifs. Hein, si mes souvenirs sont bons, j'ai oublié de relire mes notes, je crois qu'on est à 97% d'extraits de principes actifs. Donc, on va retrouver cette notion chère aux phytothérapeutes qui est le totem de la plante. Parce que oui, bien sûr, et ça c'est la magie des plantes, c'est que oui, bien sûr, elles ont un principe actif qui est mis en avant, mais ce n'est pas ça seulement l'intérêt de la plante, c'est tous les principes actifs qu'elles contiennent qui vont agir avec cette notion de synergie, c'est-à-dire qu'ils vont se renforcer les uns les autres, ils vont permettre l'expression des uns sans les effets négatifs que peuvent avoir ces principes actifs, on va le voir après. Mais voilà, c'est la magie des plantes, c'est d'avoir cette notion de totem, et c'est ce qu'on va retrouver dans ces fameux extraits fluides notamment. Alors, les plantes antiseptiques urinaires, c'est la famille des éricacées qui est à l'honneur. Ce sont les premières auxquelles nous allons penser. Et je propose la busserole, dont le surnom plante raisin d'ours, ce nom vient du fait que c'était un arbrisseau qu'on trouve en Amérique du Nord et qui était mangé, dont les fruits étaient consommés sont consommés par les ours. Alors c'est connu par les peuples premiers amérindiens comme étant un antibactérien très intéressant. En général, mais plus particulièrement au niveau du système urinaire. Alors, le principe actif reconnu, c'est l'arbutoside, c'est également l'hydroxyquinone, mais il y a aussi des tanins dedans. Enfin, comme je vous le dis, c'est un ensemble de principes actifs qui ont donc un intérêt euh, ensemble, hein, le totem. L'activité antibiotique est liée à l'élimination de ces principes actifs sous forme de phénol au niveau rénal, hein, d'après le docteur Morel. Et c'est l'usage des feuilles dans le traitement des infections non compliquées de la vessie est approuvé par la fameuse commission E et par les SCOP, qui sont des commissions de phytothérapie, d'usage thérapeutique des plantes. Le résultat est encore plus intéressant quand l'urine est à tendance alcaline, d'où le conseil de boire en parallèle des eaux riches en bicarbonate,
par exemple Vichy, pour ne pas leur faire de la pub, ou bien de rajouter du bicarbonate de soude dans une eau à raison d'une cuillère à café par litre d'eau pour alcaliniser l'eau et rendre la busserole encore plus efficace. La deuxième plante antiseptique urinaire, toujours qui est une bruyère, une variété de bruyère. Alors là, ce sont les sommités fleuries que l'on va utiliser. On retrouve toujours de l'arbutoside, mais en quantité plus faible que dans la busserole. Et puis en dernier, on a la fameuse canneberge, qu'on appelle aussi cranberry, que je pense tout le monde connaît, qui est cet arbuste d'Amérique du Nord et du Canada, dont on utilise le fruit qui a un goût acide, astringent, puisqu'on trouve beaucoup dans les magasins bio et autres, on trouve des cranberries séchées, mais elles sont pratiquement toujours séchées avec du jus de pomme pour leur apporter un côté un petit peu sucré parce qu'elles sont très acides et astringentes. Alors, on va peut-être plus les utiliser. Le principe actif, c'est surtout la proanthocyanidine qui, à raison de 36 mg par jour, qui est la dose validée par l'AFSA, empêche l'adhésion des bactéries, notamment Escherichia coli et Enterococcus fecalis, sur la paroi de la vessie. Alors, l'usage peut être prolongé parce qu'on va aussi l'utiliser en préventif. On peut l'utiliser même plus de 3 mois. Et l'intérêt, c'est qu'elle peut être utilisée chez les femmes enceintes ou allaitantes sous forme de jus, sous forme d'extrait sec, si possible sans sucre ajouté. Et la richesse en vitamine C est aussi importante pour soutenir le système immunitaire. Donc voilà pour les 3 grandes plantes antiseptiques urinaires. Alors on en trouve certainement encore d'autres, mais j'ai fait le focus sur ces 3-là. Donc famille des Ericacées. On peut utiliser, selon des cas, des plantes anti-inflammatoires antalgiques. Les personnes, selon l'expression de leur pathologie, de leurs symptômes, pourront utiliser des plantes anti-inflammatoires antalgiques. Alors, on a la reine des prés, que l'on appelle l'aspirine végétale, qui a cette odeur caractéristique. Je ne sais pas si vous avez déjà passé la main comme ça dans un champ de reine des prés. Ça pousse dans les milieux humides chez nous. Et il y a une odeur tout à fait caractéristique d'amande amère qui vient de ces principes actifs qui sont des dérivés de l'acide salicylique. Alors, on trouve aussi des flavonoïdes, on trouve des tannins, toujours cette notion de totum qui fait qu'en fait, la reine des prés se comporte comme une aspirine, mais ne présente pas les effets indésirables connus de l'aspirine, de l'acide acétylsalicylique, qui est le principe actif de l'aspirine, parce qu'il y a ces autres principes actifs dans la reine des prés qui vont compenser ces effets indésirables. Et donc, c'est les sommités fleuries que l'on utilise. Voilà, et l'ESCOP, donc cette société de phytothérapie, dit que ça augmente l'élimination rénale de l'eau et l'activité bactéricide sur Escherichia coli notamment. Petite parenthèse sur Helicobacter pylori, je le dis aussi parce que souvent on est un petit peu en tant que thérapeute quand on a Escherichia, Helicobacter pylori, on est un petit peu perdu quelquefois. Il n'y a pas 36 choses pour intervenir à ce niveau-là. Alors revenons à nos moutons, à nos plantes anti-inflammatoires antalgiques. On a le cassis. Alors le cassis, il est utilisé depuis très longtemps. Ces feuilles sont utilisées pour leurs propriétés anti-inflammatoires, notamment pour leur proanthocyanidine, également des flavonoïdes, également de la vitamine C, pour son action également diurétique
Hildegard de Bingen, déjà à l'époque, travaillait beaucoup, beaucoup avec le cassis et connaissait de façon intuitive ses propriétés anti-inflammatoires qui ont été prouvées donc par la suite de façon tout à fait euh, scientifique. Euh, Ça a été présenté comme un véritable élixir de vie dans les années 1753 par un abbé voilà, qui avait écrit tout un livre, toute une série de choses sur le cassis qui le présentait comme un élixir de vie. Voilà. Alors, je fais tout de suite une parenthèse. Je ne donne pas systématiquement les contre-indications, les interactions, etc. Toute plante ne doit pas être, quelle qu'elle soit, il est déconseillé de l'utiliser en automédication si on n'a pas de formation, si on ne connaît pas l'utilisation exacte. Demandez toujours, là où vous achetez vos plantes, s'il y a des contre-indications, des interactions avec des médicaments, s'il y a des contre-indications pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants, certaines pathologies, etc. Il faut toujours, toujours être très au clair avec ce genre de choses. On a ensuite les plantes diurétiques. Alors, au niveau des plantes diurétiques, qui vont donc augmenter la diurèse, c'est-à-dire permettre d'éliminer autant que faire se peut, puisqu'on va boire beaucoup. Donc, alors là, on a le choix. On a beaucoup. J'ai sélectionné le bouleau. Pourquoi? Parce que là, c'est le printemps et que c'est la période de la cure de sève de bouleau qui est drainante et reminéralisante. C'est une cure qui est de nouveau très en vogue dans nos régions depuis quelques années et qui n'a jamais, jamais été oubliée dans les pays de l'Est où vous avez ces vastes forêts de bouleau et qui fait partie des traditions du printemps. Alors là, je vous parle plus de, non pas de la sève de bouleau, mais de l'extrait fluide de bouleau à partir d'écorces et de feuilles qui, comme principe actif, on trouve des flavonoïdes avec des propriétés diurétiques et également anti-inflammatoires par la présence de tannins, de divers polyphénols et qui va permettre effectivement d'augmenter et de faciliter l'élimination de l'urine. On a ensuite le pissenlit. Alors en phytothérapie, c'est surtout la racine qu'on utilise, mais on peut aussi également utiliser les feuilles. Moi, j'ai les salades de pissenlit au printemps. Alors il y a de nombreux principes actifs, parmi lesquels on retrouve ces flavonoïdes, des acides phénoliques, etc. Il va augmenter la fréquence urinaire, le volume des urines et l'élimination des déchets et des toxines, en plus d'être cholérétique et cholagogue, toujours la magie des plantes qui agissent à différents niveaux. C'était aussi un excellent antioxydant, anti-inflammatoire, etc. La prêle. Alors la prêle, ce sont les tiges stériles que l'on va utiliser avec des principes actifs. On a des flavonoïdes, on a des acides phénoliques, on a de la vitamine C. La prêle est surtout connue pour la silice reminéralisante. Et donc, elle a une action diurétique qui est connue dès l'Antiquité, puisque c'est une plante qui est dite primitive. Elle est présente sur Terre depuis plusieurs millions d'années. Elle a une grande richesse en minéraux et en oligo-éléments. Alors, la commission E reconnaît l'usage traditionnel dans les problèmes urinaires mineurs et infections urinaires. La piloselle, que l'on appelle aussi oreille de souris parce que les feuilles sont avec des petits poils, ce sont les parties aériennes qu'on va utiliser. Elle est connue depuis le Moyen Âge comme diurétique. Elle est utilisée pour soulager les troubles mineurs des voies urinaires. Elle améliore la diurèse et elle contient des flavonoïdes, des tannins, des acides organiques, la vitamine C. Elle est également antioxydante, antibactérienne, un petit peu sur E. coli et surtout sur les salmonelles. Et on a l'orthosiphon, qu'on appelle moustache de chat à cause des étamines, ou thé de Java. La feuille est utilisée en Asie du Sud-Est depuis très longtemps comme détoxifiant et permet de lutter contre les troubles rénaux
Ça va baisser l'urémie, la créatinémie et augmenter la vitesse de filtration glomérulaire. Ça favorise le drainage, les principes actifs, on trouve des flavones, des esters caféiques, des huiles essentielles, tout ce qu'il faut pour en faire une plante qui favorise l'élimination rénale. Alors, chez Soria, vous trouvez un extrait fluide de pissenlit, donc qui est diurétique et qui prévient les problèmes rénaux. Donc, la racine de pissenlit. Vous trouvez du bouleau, ce sont les feuilles de bouleau qui ont été utilisées, donc soulage en cas d'infection urinaire parmi les propriétés. C'est noté avec les précautions d'emploi. L'extrait fluide de prêle, les parties aériennes, des tiges stériles, donc action en cas d'infection urinaire par son action diurétique. Les saponines contenues dans la prêle aident à maintenir un bon équilibre des bactéries dans la vessie et favorisent la cicatrisation. On va pouvoir utiliser également des plantes calmantes, anti-stress, si nécessaire. Alors là, je vous cite la passiflore, la valériane, le tilleul, la lavande, il y en a plein d'autres. Je vous renvoie au webinaire Soria sur le stress où vous aurez tous les détails sur ces plantes. Les plantes de soutien de l'immunité, l'échinacée pourpre et la propolis que l'on va retrouver chez Soria, l'extrait fluide d'échinacée, donc ce sont les parties aériennes que l'on utilise. Elle est donc immunostimulante, anti-inflammatoire, anti-infectieuse. Donc, la commission E reconnaît l'usage comme traitement d'appoint des infections des voies urinaires. Alors, on peut faire des cures d'échinacée pour rebooster un système urinaire, un système immunitaire un petit peu chancelant, mais on peut l'utiliser aussi directement en cas de cystite infectieuse. La propolis, vous savez que la propolis n'est pas une plante, c'est cette fameuse résine que les abeilles vont récupérer sur certains arbres et qu'elles vont utiliser comme antiseptique général dans la ruche. Donc, c'est un antibiotique naturel qui est tout à fait intéressant et également un stimulant du système immunitaire. Et vous le trouvez en extrait fluide de propolis chez Soria. Attention toujours aux qualités de propolis que vous achetez. Quand vous l'achetez directement chez l'apiculteur, demandez éventuellement si les ruches ont été traitées avec des produits chimiques, hein, les parois des ruches sur lesquelles on va gratter la propolis. Si c'est traité avec des produits chimiques antifongiques, vous allez les retrouver dans votre propolis. D'où l'intérêt d'utiliser un produit sûr par un laboratoire sûr. Voilà. Pour le soutien de l'immunité, vous avez par exemple aussi chez Soria des Fensat, qui sont des gélules qui regroupent l'échinacée et la propolis, que l'on peut utiliser en préventif ou en curatif. On peut bien sûr penser à l'aromathérapie. Je ne vais pas la détailler. L'aromathérapie ici, ce sont surtout les huiles essentielles à phénol que l'on va utiliser. La première huile à laquelle il faut penser, huile essentielle, c'est la sarriette des montagnes, qui est une anti-infectieuse à large spectre, qui a un tropisme urogénital et qui altère la structure du biofilm des bactéries pathogènes. On peut y associer de l'origan, du thym, de la girofle, de la cannelle. Si vous prenez vos huiles essentielles par voie orale, jamais plus de 6 gouttes par jour pour un adulte et bien sûr une huile essentielle de citron hépatoprotectrice.
Et puis, vous avez des huiles calmantes que vous pouvez diffuser, parmi lesquelles l'ylang, la mandarine, et puis il y en a plein d'autres. Là aussi, je vous renvoie au webinaire sur le stress. En divers produits auxquels on peut penser, vous avez la vitamine D3 pour le soutien de l'immunité, le magnésium, la vitamine C dans le soutien de l'immunité, le démanose qui bloque la prolifération bactérienne, le vinaigre de cidre, les eaux bicarbonatées ou avec du jus de citron qui ont un principe alcalinisant, et puis les aliments lacto-fermentés qui, en apportant des bactéries amies, vont limiter la place des bactéries pathogènes en limitant leur prolifération. Chez Soria, on trouve de la vitamine D3 à 3000 unités internationales avec de l'huile d'olive vierge, hein, puisque la vitamine D est liposoluble. Il faut la retrouver dans de l'huile. C'est toujours plus intéressant de l'avoir déjà dans un contenant lipidique. Et puis, le magnésium, qui est un des presque derniers venus au laboratoire, qui est donc un sel de magnésium bisglycinate, qui est une des formes les plus biodisponibles et qui contient le plus de magnésium élément et qui est donc non laxatif et non acidifiant, contrairement au fameux magnésium marin. Voilà. Et donc, pour 3 comprimés, vous avez 300 mg de magnésium, en sachant que l'apport journalier recommandé tourne aux alentours de 400, 360 pour les hommes, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, on fait un prix gros, c'est 400. Donc, on est quasiment déjà dans ce dont on a besoin en apport journalier. Les conseils naturopathiques en préventif, parce que quand vous avez fait une cystite, bah, il y a de fortes chances pour que ça récidive. La boisson, de l'eau tous les jours, la quantité 0,03 litres par kilo de poids corporel par jour, c'est-à-dire que pour une femme de 60 kilos, c'est 1,8 litres par jour. Alors, on considère que dans ces 1,8 litres, on met un petit peu d'eau apportée par les aliments, mais ça va dépendre de votre alimentation. La qualité de l'eau, de préférence, une eau faiblement minéralisée. L'eau est plus importante parce qu'elle emporte que par ce qu'elle apporte. Une alimentation qui respecte l'équilibre acido-basique, une immunité au top et bien sûr l'hygiène intime, apprendre après être allé faire pipi ou être allé à la selle, pour les femmes, de nettoyer toujours de l'avant vers l'arrière. Et on apprend ça tout de suite à nos petites filles. Voilà. On peut trouver ce que l'on appelle des cystites à urine claire ou cystites interstitielles. C'est-à-dire, dans 10% des cas, il n'y a pas d'infection bactérienne. On a les mêmes symptômes, le CBU ressort négatif. Alors là, les causes, ça peut être l'exposition à des produits chimiques irritants, une irritation mécanique liée à l'utilisation des tampons, d'un diaphragme, etc. Une alimentation irritante, des variations hormonales et surtout des facteurs émotionnels. Les conseils, c'est exactement les mêmes que pour la cystite infectieuse, sauf qu'on n'aura pas besoin des plantes antibactériennes, mais on va utiliser les plantes diurétiques, les calmantes, les anti-inflammatoires ou antalgiques, voilà, et évidemment pas les huiles essentielles à phénol qui n'auront pas de rôle à jouer là-dedans, puisqu'il n'y a pas d'infection. Ça peut être lié à voilà, les variations hormonales, on l'a dit, bon, on a tout dit. Les messieurs maintenant, l'hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome bénin de la prostate, ça touche quand même plus de 6 millions de Français. On dit que alors, la moitié des hommes de 50 ans seraient déjà atteints sans que ce soit forcément répertorié et qu'à 85 ans,
plus de 90% des hommes sont atteints. Alors, c'est une augmentation du volume de la prostate avec un développement excessif des cellules du tissu conjonctif. Il faut tout de suite signaler que ça ne fait pas le lit du cancer de la prostate, ce sont des pathologies différentes. Et que comme il y a une augmentation du volume, vu l'anatomie, il va y avoir une compression de l'urètre et une pression sur la vessie, ce qui entraîne des troubles de la miction. Hein, une miction plus fréquente, nocturne, avec une réduction de puissance du jet, on dit pipi sur les chaussures, et un résidu post-mictionnel. Alors, les causes ne sont pas clairement définies. Plusieurs facteurs de risque sont évoqués, l'hérédité, l'âge, bien sûr, avec les variations hormonales de la testostérone et surtout de la dihydrotestostérone, l'alimentation riche en graisse animale, la sédentarité, le tabagisme, le fameux syndrome métabolique qui regroupe des maladies de civilisation. La plupart des personnes s'accordent pour dire que c'est quand même surtout le stress oxydatif, c'est-à-dire l'excès de radicaux libres, le manque d'antioxydants, qui est à l'origine notamment de ce trouble-là. Le diagnostic se fait l'ECBU pour faire un diagnostic différentiel avec la prostatite. Et puis, le taux PSA, c'est cette protéine produite par la prostate que l'on trouve en faible quantité dans le sang, dont le taux augmente avec l'âge et le taux augmente aussi si le volume de la prostate augmente. On fait également un toucher rectal et le traitement, c'est la chirurgie. Et puis, de médicaments allopathiques, le Permixon et le Tadénan. Alors, les conseils naturopathiques, boire de l'eau, hein, bien sûr. Pendant la journée, diminuer en soirée pour diminuer les mictions nocturnes. Alors, j'ai marqué diminuer, arrêter avec un point d'interrogation parce que je sais que l'arrêt est quelquefois difficile. Alors, je demande déjà souvent à mes clients de diminuer. S'ils peuvent arrêter, c'est encore mieux, évidemment. Tout ce qui est pro-inflammatoire, sucre, laitage, farine raffinée, tout ce qui est irritant, alcool, tabac, café, épices, limiter les acides gras saturés qui augmentent la production de testostérone, augmenter les antioxydants, les fibres, les oméga 3, les graines de courge, les graines de lin, on verra après, le zinc, augmenter l'activité physique et bien sûr travailler sur la gestion du stress. En phytothérapie, on a plusieurs plantes qui sont très intéressantes. On a le palmier de Floride, dont on utilise les troubles du système urinaire masculin, et c'est l'actif du Permixon. Alors, c'est un traitement un petit peu sur le long terme. Le prunier d'Afrique, plante originaire de Madagascar, qui est anti-œdémateuse, anti-inflammatoire, elle diminue le facteur de croissance responsable du développement du tissu prostatique, c'est-à-dire des hormones qui s'appellent EGF, Epidermal Growth Factor, et IGF l'a parlé, ou que vous connaissez, qui est Insulin Growth Factor, qui est un facteur de croissance de tous les tissus, les bons tissus comme les moins bons. Alors, c'est le principe actif du Tadénan et ça diminue la pollakiurie nocturne. On a l'épilobe à petites fleurs qui donnerait en infusion de très bons résultats dans les troubles mictionnels. La racine d'ortie, dont les principes actifs, les lignanes, agissent au niveau hormonal en empêchant la conversion ou en limitant la conversion de la testostérone en dihydrotestostérone. On a la grande passerage également, qui est une plante intéressante et qu'on va voir tout à l'heure. Alors, Soria nous propose le
complexe Prosor, où vous retrouvez la grande passerage, le palmier de Floride, le prunier d'Afrique, le zinc, qui est intéressant aussi dans les troubles de la prostate. Donc voilà un complexe fait pour ces problèmes de prostate directement. Et sinon, vous avez l'extrait fluide de grande passerage qui est utilisé pour son activité anti-inflammatoire, diurétique, et que on va trouver dans les troubles de la prostate, la partie aérienne de cet extrait-là. Voilà. Divers conseils également. Les graines de courge qui contiennent les oméga-6 anti-inflammatoires, qui vont diminuer la congestion de la prostate. Les graines de lin, qui sont des oméga-3 anti-inflammatoires, que l'on peut consommer, bien sûr, broyés pour pouvoir les assimiler. Et surtout des antioxydants. Vous avez notamment le lycopène que l'on va trouver dans la tomate, les polyphénols que vous trouvez dans la grenade, dans des tas d'autres fruits et légumes, mais notamment dans la grenade. Donc le jus de grenade est également très intéressant. Le sulforaphane qui vient essentiellement que vous trouvez dans les crucifères, mais notamment dans le brocoli. Le resveratrol que l'on trouve dans le raisin et dans le vin rouge. La quercétine que vous trouvez dans l'oignon, dans la pomme, dans des tas d'autres aliments. Donc, une alimentation végétale est très intéressante pour apporter tous ces antioxydants. Et puis, bien sûr, le zinc a un rôle à jouer et toujours la vitamine D3, le magnésium. Chez Soria, en antioxydants, on peut proposer l'extrait de brocoli, pour ceux qui n'aiment pas manger leur brocoli comme ça, ou qui ne mangent pas assez de légumes, parce que curieusement, on a quand même constaté que les messieurs mangeaient un petit peu moins de légumes que les dames en général. Donc voilà, pour ceux qui sont un petit peu réfractaires au brocoli, eh bien, vous avez des gélules avec du concentré de brocoli en antioxydants et des comprimés avec du resveratrol, hein, des extraits de raisin noir qui contiennent, voilà, c'est le resveratrol ou c'est le pinot noir de Bourgogne au choix. Mais bon, comme il faut être raisonnable, ce sera un petit verre de pinot noir de Bourgogne de temps en temps et plus régulièrement du resveratrol qui est quand même plus sécure pour la santé. On a fait le tour. Vous voyez, en 1 heure, c'est beaucoup d'informations. Il faut condenser. En tout cas, l'hygiène de vie en naturopathie a cette vision holistique et permet d'améliorer de toute façon les pathologies. Ça ne remplace pas une consultation médicale et pas d'automédication. Si vous ne connaissez pas les interactions, les contre-indications, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un thérapeute, de votre pharmacien qui vous vend les produits ou des personnes qui vous vendent les produits. Voilà. J'étais un peu rapide hein, sur la fin, Françoise. C'est surtout, c'était assez comique parce qu'on manquait de son à certains moments, ce qui fait que le système faisait que la voix était de nouveau accélérée. Donc, il y a eu des petits flottements, mais c'est pas grave, on t'a compris. En tout cas, je te remercie pour cette présentation. Effectivement, je voulais vraiment insister sur le côté anti-inflammatoire au niveau de l'alimentation qui est extrêmement importante, sur le fait de bien gérer son stress. C'est toujours vite dit, effectivement, mais en tout cas d'avoir des aliments ou des nutriments en complément alimentaire qui puissent apporter une action en tout cas antioxydante. Ça, c'est extrêmement important. Alors, j'ai juste une question pour l'instant. Quelles sont les plantes à visée préventive du cancer de la vessie? Je ne sais pas si si tu en as une. Non, non, ce n'est pas le sujet du jour, le cancer, donc je ne souhaite pas en parler là maintenant. Disons, Désolée. dans tous les cas, c'est Je- de travailler vraiment sur la partie antioxydante et d'avoir une hygiène de vie
sans stress. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Mais il n'y a pas de plante particulière. Bon, par contre, le brocoli en tant qu'antioxydant a son intérêt, mais je rappelle toujours que quand on veut consommer du brocoli, si on veut pouvoir utiliser les sulforaphanes, bah, il faut manger le brocoli cuit. Donc, dès le moment où on le cuit, cru, je veux dire, et dès le moment Cru. où on le cuit, il perd un certain nombre de nutriments intéressants en tant qu'antioxydant. Donc, apprenez à faire des petits dips et à tremper votre brocoli plutôt dans un petit yaourt avec bien aromatisé avec plein d'épices, mais sinon ça perd de son intérêt. Si jamais il y a encore l'une ou l'autre question, et ensuite on laissera Anne-Dominique poursuivre. Je sais qu'elle a encore un autre webinaire qui va s'enchaîner. Euh, voilà, il y a juste une question. La Reine des Prés par voie cutanée, son action, voie cutanée, pour son action antibactérienne, est-ce qu'il y a un intérêt? Je ne comprends pas trop la voie cutanée. Est-ce que tu comprends ce Non, que je vois pas ce que ça veut dire. à part de se frotter un petit peu la peau, bon, en Je général, pense pas, non. application Je, sur je, la peau, oui. voilà. Euh, pas plus que ça, en tout cas, à ma connaissance. Oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? C'était très clair. Bon, bah, ça a le mérite d'être clair et effectivement, ton webinaire était très complet. Je vous rappelle juste que le webinaire sera mis en ligne plutôt fin de la semaine prochaine. Et donc, vous pourrez le revoir en replay avec, bien sûr, la présentation que tu nous as faite. Donc, n'hésitez pas à le regarder à nouveau si, s'il y a des choses sur lesquelles on est allé beaucoup trop vite. Et si vous avez des questions, que ce soit moi ou Anne-Dominique, on vous répondra. Mettez-nous un mail sur info@soriavi. .fr, bien sûr. Et j'ai oublié de vous dire, pour toutes les Ouh, personnes qui étaient pardon. présentes, vous aurez, alors il n'y aura pas le PDF, mais vous aurez exactement le PowerPoint qui a été présenté. Et je voulais juste vous dire que pour toutes les personnes qui étaient présentes, vous avez un code promo si vous souhaitez commander des produits sur le site. Ce code promo est valable jusqu'à dimanche soir. Je vous le donne. C'est S comme Soriavi, V et 1503. Je répète, SV 1503, c'est le code promo qui vous permettra d'avoir 15% de remise sur l'ensemble du site à partir de maintenant jusqu'à dimanche soir. N'hésitez pas du coup Non. à tester certains produits qui ont été évoqués. Et voilà, pour les questions, n'hésitez pas, demain nous sommes disponibles à nouveau. Je vous remercie pour votre écoute. C'est toujours agréable de voir que les personnes participent à nos webinaires et qu'ensuite ils les regardent à nouveau. Donc, merci pour votre présence et un grand merci à Anne-Dominique. Ta présentation était très claire et ça a le mérite de nouveau de nous remettre les idées en place. Merci Françoise. Je suis désolée, je vous laisse. Je file à mon Il y a un peu de webinaire choses suivant. qui changent. Un grand merci. Bonne Bonne soirée à tous. soirée à tous. À bientôt pour le prochain webinaire.